Et avec nous Philippe Martinez. Bonsoir Philippe Martinez. Bonsoir. Vous êtes évidemment l'ancien secrétaire général de la CGT. Vous publiez Mon Tour de Gaulle aux éditions Plomb. Voix de la CGT historique. Pascal Perry, voix libérale sur ce plateau. Historique aussi si vous voulez. Pascal Perry, je vous l'offre. Oui, tout de même, oui. Auteur de Ces présidents qui nous ont fait tant de mal aux éditions Plomb. Vous avez le même éditeur, ça part bien. On verra la suite. Pascal Perry, éditorialiste économique sur LCI. Merci beaucoup et à l'un et à l'autre. Les débats sur le budget qui reprennent maintenant au Sénat, avec bien souvent une partie des textes tricotés à l'Assemblée qui sont détricotés ou qui le seront vraisemblablement. Arrive-t-on au point de l'irresponsabilité? On va entrer dans les grands dossiers de l'heure. D'abord, évidemment, cette proposition qui a fait sensation, travailler 12 heures de plus par an, ça donne le ton des différences extrêmes entre le Sénat, l'Assemblée, le gouvernement. Première réaction. Bon, c'est une vieille recette. Chaque fois que la droite, notamment, prend les choses, parle du travail, ils veulent faire travailler les gens plus souvent. Ça date de Sarkozy et bien avant. Moi, je pense qu'il y a un problème de connaissance du monde du travail chez les sénateurs, pas que chez les sénateurs. Vous savez, si on faisait travailler déjà ceux qui n'ont pas de boulot, si on faisait travailler ces personnes de 55 ans et plus, qu'on appelle les seniors, jusqu'à l'âge légal de la retraite, si on faisait travailler notamment les femmes qui sont en temps partiel imposé, au moins la durée légale, on n'aurait pas ce genre d'attitude. Sauf qu'il faut connaître la réalité du travail pour faire de ce style de proposition. C'est complètement en décalage avec la réalité. Alors, oui, il y a en France, je crois, un problème de quantité de travail et de qualité de travail, mais pas nécessairement à l'endroit où on croit. Parce que quand on regarde véritablement le temps de travail, par exemple des 30-55 ans, c'est à peu près comparable. Le taux d'emploi, d'abord, il est à peu près comparable à celui de nos voisins. Et il y a assez peu de difficultés dans ce domaine. Les gens qui travaillent en moyenne presque 38 heures. C'est que les 35 heures sont déjà abolies d'une certaine façon par la pratique. La question, c'est de faire travailler les jeunes. Alors là, ça suppose qu'on va réinterroger l'appareil de formation. On va faire peut-être un peu plus de formation qualifiante, un peu moins de formation généraliste qui conduisent tout à la fois souvent au chômage et à la frustration. Vous avez, Philippe Martinez, vous avez fait un bac plus 5, vous avez un master dans une discipline des sciences humaines et sociales, et puis vous vous retrouvez à faire un petit boulot. C'est frustrant dans la vie. Et puis, il y a le cas aussi des seniors, en effet. Alors, à ceci près, et c'est là où j'aurai un désaccord avec Philippe Martinez, c'est que plus on remonte l'âge de la retraite, plus le taux d'emploi des plus de 60 ans augmente. C'est relativement mécanique. Mais on ne peut pas s'exonérer de ce débat sur le statut des seniors. C'est-à-dire que si les boîtes, si le MEDEF ou les dirigeants d'entreprise mettent les gens à la porte à 55 ans, on ne peut pas faire la retraite à 64. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait un vrai problème de logique, et donc tout le monde doit y mettre du sien. Oui, mais c'est un vrai problème. Ça fait 10 ans, peut-être plus, parce que j'ai toujours parlé de ça, y compris quand j'avais des responsabilités, de laisser les seniors, ce qu'on appelle les seniors, donc 55 ans et plus, au boulot jusqu'à l'âge légal, en trouvant des formes, y compris qui permettent d'accueillir les jeunes. Moi, je pense qu'il faut inventer, par exemple, un statut de tuteur qui permette, comme ça se faisait dans le passé, je ne suis pas nostalgique du passé, mais comme ça se faisait dans le passé, c'est-à-dire des personnes expérimentées qui accueillent des jeunes et qui... des jeunes diplômés, mais qui leur font part de leur expérience. Oui, et puis, si vous permettez, il y a aussi l'accueil des plus jeunes. Parce qu'on a un vrai problème. Le gouvernement a fait beaucoup sur les questions d'apprentissage. Alors, il y a les... C'est bien ça, non? Attendez, il y a les contrats pro... Parfait, ça. Oui, mais à condition que les entreprises les gardent. Alors souvent, c'est le cas. Les PME, les TPE, pas les grandes entreprises. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes, bien souvent, dans les grandes entreprises? On dit, mais te plains pas. Sur ta carte de visite, ça sera marqué que tu as bossé chez nous. Ouais. Va voir ailleurs si tu trouves du boulot. Ça, c'est scandaleux, parce que ces entreprises les grandes, qui en ont le moins besoin, touchent des aides,
Et au final, eh bien, on renvoie les jeunes ailleurs. Alors, à l'arrivée, est-ce que oui ou non, ça a un sens que les Français travaillent davantage? Moi, je suis frappé de voir, année après année, campagne électorale après campagne électorale, une partie des politiques, pas tous, dire il faut que les Français travaillent plus. Puis en réalité, dès qu'on entre dans une proposition précise, on dit c'est pas possible, c'est pas maintenant, c'est plus tard. Alors, c'est pas suffisant, là. À mon sens, il faut travailler un peu plus aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Pour une raison. Qu'est-ce qui est raisonnable? Moi, je pense qu'il faut faire 37 heures et puis qu'il faut tenir compte des 2 heures supplémentaires, il faut les payer. Voilà, c'est 37 heures. Vous êtes d'accord avec ça? Mais attendez, pourquoi je vous explique pourquoi. Je vais jusqu'au bout de mon explication. Parce qu'en France, vous êtes trop bon. Parce qu'en France, le financement du modèle social repose sur le travail. C'est un choix qu'on a fait, c'est un choix collectif du Conseil de la Résistance, et donc il faut une quantité de travail suffisante. Il y a moins de gens qui travaillent. Sur les seniors, Philippe Martier, j'y reviens d'une seconde. Mais sur le total, non, mais les patrons vont devoir y revenir sur les seniors. Pourquoi ? Parce que la démographie le leur imposera, parce qu'il y a de moins en moins de classes d'âge de moins de 30 ans sur le marché, et qu'au fond, ils vont être obligés de garder les seniors aujourd'hui au boulot. Et donc, pour en revenir à votre question, Darius, moi je pense que c'est la quantité de travail et la qualité de travail. On parle de productivité quand on parle de qualité du travail, c'est-à-dire la capacité à produire de la valeur qui va nous permettre de sauver ce modèle social auquel nous sommes tous très attachés. Philippe Martinez. J'ai déjà dit ce que j'en pensais. Il y a besoin de mettre au boulot ceux qui n'en ont pas et ceux qu'on vire avant. Ça, c'est une chose. Mais il y a autre chose pour gagner de la productivité. On est quand même un des pays où la productivité est une des meilleures au monde. Mais elle décroît, malheureusement. Par contre, on a un problème dans ce pays, et c'est comment on soigne le travail. C'est-à-dire de plus en plus de personnes, et moi j'en ai côtoyé beaucoup, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, à qui on impose une façon de travailler. En dépit de Qu'est-ce que vous voulez dire par la façon de travailler ? Voilà, il y a une note de service qui tombe. Il y a une note de service qui tombe de quelqu'un qui a plus ou moins d'expérience et qui dit voilà comment faut travailler. Vous parlez du management par directive. Je parle de la verticalité des décisions. Oui. Et donc, qu'est-ce que font les salariés qui reçoivent cette note ? Si ils appliquent les notes, ils travaillent mal. Donc ils se font engueuler, permettez-moi l'expression. Sauf que s'ils n'appliquent pas la note, ils se font engueuler quand même parce qu'ils n'ont pas appliqué la note. Et mal faire son travail, ça démoralise. Bien sûr. Ça démotive. Et donc ça a un impact sur... Et ça, cette question-là, c'est comme l'emploi des seniors. Ça fait 10 ans qu'on en parle. J'étais pas le seul à en parler d'ailleurs. On en parlait souvent de façon concomitante avec Laurent Berger. Eh bien... on a l'impression de parler à des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le travail. J'achète la thèse du mismanagement, pas cher. Du mauvais management. Je l'achète, mais c'est pas suffisant pour expliquer la baisse de la productivité. C'est-à-dire que non, mais vous pouvez pas nous dire que toutes les boîtes françaises sont mal gérées, sont mal organisées, mal dirigées. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles il y a une espèce de connivence entre les dirigeants, les cadres, l'encadrement intermédiaire et les salariés. Ce que vous évoquez là, c'est souvent vrai dans les très grandes entreprises où on a un management napoléonien, c'est-à-dire du haut vers le bas, mais pas partout. Désolé, j'ai pas connu Napoléon. Oui. Ben vous connaissez le management napoléonien, puisque vous en parlez d'ailleurs de façon très brillante. Mais il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles, quand même, le patron connaît son boulot. Mais je suis d'accord avec vous. Les PME, les TPE, le patron est souvent à côté de ses salariés pour leur filer un coup de main. Sauf que ce que j'essaye de vous expliquer, que la verticalité des décisions, elle a aussi une influence sur les petites et moyennes entreprises. Vous savez, les grandes boîtes n'aiment pas qu'on les appelle les donneurs d'ordre. Or, c'est une réalité. C'est le cas. Et c'est le cas. Ouais. Et donc, cette verticalité, elle s'applique aussi dans les petites et moyennes entreprises. Et Pascal Perry, cette idée sera sûrement retoquée par l'Assemblée. Donc, on voit à quel point il y a le risque qu'on entre dans une phase d'irresponsabilité générale et peut-être d'un budget qui ne peut pas accoucher. Regardez ce qui se passe en Espagne. Article de nos confrères des Échos. L'Espagne s'apprête à vivre une 3e année d'affilée sans budget voté, faute de majorité parlementaire pour le gouvernement Sanchez. Situation qui n'empêche pas le Royaume d'afficher une croissance robuste et d'avancer vers un rééquilibrage des comptes publics. Mais pendant ce temps, le gouvernement en France sonne l'alarme. Amélie de Montchalin, c'était sur LCI ce dimanche. Attention au début d'une crise financière et économique si on n'a pas de budget. C'est le début d'un affaiblissement de la France. Écoutez ce soir le Premier ministre. Cette situation nous amène à des points de vigilance. La première des choses, c'est
certains partis politiques, certains candidats à l'élection présidentielle estiment au fond que le compromis n'est pas compatible avec leur propre stratégie électorale et qu'au fond, derrière, il y a une forme de cynisme qui est en train de se dégager et qui peut mener à ce que certains errements idéologiques de certains partis politiques bloquent la situation. Et ça, pour moi, c'est un point de vigilance important. On l'a vu notamment dans les comportements de la France insoumise et même parfois du Rassemblement national. Va-t-on, oui ou non, à la crise? C'est-à-dire ce qui se passe là en politique avec cette espèce de navette bloquée aboutissant à un blocage? Oui, il y a un risque à l'évidence. Alors la comparaison avec l'Espagne est un peu malvenue parce que l'Espagne c'est un pays très décentralisé. Quand l'État central est en retard, je dirais, les provinces sont capables de gérer la situation. C'est pas tout à fait le cas en France où tout part de l'État. C'est-à-dire que le management napoléonien qu'on évoquait avec Philippe Martinez, c'est vrai aussi pour la chose publique. C'est-à-dire que si on n'a pas de budget, si on reconduit le budget de l'an dernier, ce sera sans les amendements, ce sera avec toutes les conséquences qu'on a déjà évoquées. Vous avez des gens qui payent pas l'impôt qui vont rentrer dans l'impôt, vous avez des gens qui payent l'impôt qui vont en payer un peu plus, il va nous manquer 4 ou 5 milliards d'euros pour financer l'industrie de défense, c'est la seule qui marche encore à peu près en France, il faut la soutenir. Donc on serait dans une situation d'impasse qui probablement inquiéterait ceux qui nous prêtent, qui pour le moment nous prêtent plutôt bien. L'agence France Trésor lève 15 milliards d'euros tous les 15 jours, ça se passe plutôt pas trop mal, c'est vrai que le taux pourrait être meilleur si on était plus stable, mais vous ajoutez de l'indécision, vous ajoutez le brouillard de la politique et, j'allais dire, de la popole, de la petite politique, et en effet, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Oui, enfin, le fait qu'il y ait des problèmes budgétaires, c'est pas bon. Je fais une petite remarque, une petite parenthèse sur l'Espagne. Est-ce que vous connaissez la ministre du Travail en Espagne ? Elle s'appelle Yolanda Díaz. Oui. C'est une syndicaliste. Oui. Pour parler du travail, c'est intéressant. Je ne cherche pas de place, pas de questions. Mais vous diriez pas non ? Je ne cherche pas de place. Mais voyez, c'est important que au niveau de la vie politique, il y ait des gens qui maîtrisent un peu le travail. Un gouvernement socialiste. Je vous dis que c'est une syndicaliste. Elle a été membre du Bureau national des commissions ouvrières. Qui a pris, si je ne m'abuse, un certain nombre de virages plutôt libéraux. C'est pas un gouvernement. Pas elle. Les deux. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement de cohabitation, donc entre différentes composantes de gauche, voire des régionalistes. Mais il y a la double dimension chez elle, et c'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pragmatisme, tout à la fois libérer peut-être un peu plus, ouvrir le contrat de travail pour que les gens rentrent dans l'emploi, mais en même temps, ce gouvernement a amélioré le SMIC. Alors il faut dire que le SMIC en Espagne était très bas, pas comparable au nôtre, donc il s'agit plus d'un rattrapage. C'est une tendance. Mais c'est une tendance. Oui, quand on est capable d'associer le capital et le travail, quand on est capable de mettre les gens autour d'une table et de dialoguer, on aboutit toujours à des solutions satisfaisantes, ce qu'on ne fait plus dans ce pays. Ce blocage, aujourd'hui, vous dites on ne le fait plus, ce blocage, oui ou non, va-t-il aboutir sur une crise grave ? Philippe Martinez, Dieu sait, vous avez organisé tellement de blocages quand vous étiez à la CGT, en principe, vous n'avez pas peur. Pas du budget. Pas du budget, ah c'est bon, vrai. d'accord. Enfin, vous n'avez pas peur. J'ai beaucoup de responsabilités, à vous en croire, mais pas celle-là quand même. Est-ce que ce blocage-là vous fait peur ? Oui ou non, l'un et l'autre ? Oui. Oui, ça fait pas très peur. Oui. Parce que évidemment, il y a aucune décision qui sont prises, puisque on voit que un budget qui a été, donc c'est le budget des recettes, qui a été voté par un seul député. Vous voyez, c'est du jamais vu. Donc oui. Après, il y a un débat de savoir où sont les équilibres budgétaires entre la majorité de la population et une minorité qui détient beaucoup d'argent. C'est là où il est le débat. Et il y a des choix à faire. Ces choix ne sont pas faits, en tout cas pas comme il faudrait. Et je pense que le gouvernement et le président de la République, qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui doit bosser, je ne sais pas s'il est dans l'ombre, mais qui doit beaucoup peser là-dessus. Voilà où doit être le curseur. Quel choix on fait ? Et quand j'entends le choix de la production, Philippe Martinez. Le choix, mais oui. Et on évite d'accabler le travail et le capital. Personne ne peut dire dans ce pays que les riches, y compris les grandes entreprises, ne payent pas d'impôts. Nous avons pas un suffisamment. taux de prélèvement.
suis pas d'accord avec vous là-dessus. J'espère que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Nous avons un taux de prélèvement qui est monstrueux dans ce pays. Nous avons des impôts de production. Vous qui êtes attaché à la production, vous avez travaillé chez Renault pendant très longtemps, pendant votre carrière. Attendez, quand on accable le compte de résultat, c'est-à-dire qu'on fait payer des impôts aux entreprises avant qu'elles n'aient gagné le premier centime, ne me dites pas qu'elles sont épargnées. Mais vous savez très bien que les actionnaires ne sont pas malheureux dans ce pays. Heureusement qu'on en a, on manque de capital. Ils sont même de plus en plus heureux. Ils n'investissent pas forcément dans l'entreprise qui leur verse des dividendes. Vous le savez très bien. Il y a un problème d'optimisation fiscale dans ce pays. Alors, on n'appelle pas ça de la fraude, certes, mais enfin, l'optimisation fiscale, on pourrait s'en occuper un peu mieux. Ça a été voté, c'est ni vous ni moi, c'est les parlementaires. Mais moi, je m'en fiche que ça a été voté. Vous me demandez où sont les problèmes. On pourrait mettre son nez un peu dans ce qu'on appelle... vous, je sais pas, mais moi, vous croyez que j'ai des avocats fiscalistes qui me disent, premièrement, j'ai pas d'argent à placer, moi... Et la majorité des gens de ce pays n'ont pas d'avocat fiscaliste pour leur dire tiens, tu devrais aller au Luxembourg, je ne sais où. D'autres le font. Ce qui compte à la fin, c'est le solde. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est que l'argent qui sort du travail doit aller au travail, à l'investissement et aussi à ceux qui ont placé leur argent, mais qu'il n'y ait pas ce déséquilibre. Depuis 30 ans, dans ce pays, ce qu'on appelle la distribution de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la part réservée aux salaires, aux cotisations sociales, aux actionnaires et à l'État, parce que l'État prend de la fiscalité, elle n'a pas changé. Elle n'a absolument pas évolué. Elle n'a pas bougé. Le trait, c'est pratiquement l'écart entre les horizontal. Les dividendes versés aux actionnaires, mais c'est parce que la taille de l'économie et l'investissement. Les courbes s'éloignent, et pas en faveur du travail, ni en faveur de l'investissement. C'est parce que la taille du marché a augmenté. Mais quand vous regardez la distribution en pourcentage, c'est exactement la même chose. Attendez, on a des boîtes quand même. Vous connaissez la structure de notre économie française. Un peu. On a des grandes boîtes du CAC 40 qui font leurs affaires ailleurs qu'en France, mais qui continuent de payer beaucoup d'impôts en France. Vous avez des ETI, vous avez des PME mais qui sont accablés par la fiscalité. Et vous savez qu'il y a des grandes boîtes françaises qui vont installer une holding en Hollande, par exemple, ou au Luxembourg. Pourquoi ? Parce que c'est autorisé, ça ne devrait pas l'être. On est d'accord là-dessus. Vous voyez. On est d'accord. Et donc ça, c'est de l'argent qui ne revient pas dans l'économie, dans l'investissement. Qui fait les délocalisations ? Pascal Perry, j'aimerais vous entendre sur la question. Est-ce que le gouvernement s'inquiète du temps qui passe ou au contraire, est-ce qu'il en joue ? Écoutez, Richard Ramos, il était notre invité hier sur LCI. Il fait partie théoriquement de la majorité présidentielle, mais d'une certaine manière, il critique en tout cas ce qui est en train de se passer. Il parle de manœuvre. Je pense que quand on dit 25, on a l'impression que 27, c'est loin. Et je pense que le président de la République a donné comme mission au Premier ministre d'aller jusqu'au mot 26. C'est-à-dire que quand on arrivera jusqu'en 26, loi spéciale, pendant 2-3 mois, on refait le budget, on met de la rustine, et donc on sera en 26. Et donc là, ils vont se dire, à l'Élysée, ils vont se dire, mais alors, maintenant qu'on est en 26, 27, ça va pas être très loin, et donc on va sauver la tête du président. Je pense que c'est le calcul de l'Élysée. Comment ? Je pense que c'est une manœuvre. Et je le pense être personnel, j'engage que ma responsabilité en disant, mais je sens qu'il y a de ça. Voilà, quand on a des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Voilà. Non, mais il est en train de dire, le président de la République manœuvre en se disant, allez, on laisse passer le temps, et puis ensuite, ce sera trop tard pour dissoudre. C'est pas une manœuvre, ça s'appelle la gestion des rapports de force. On connaît ça dans les organisations syndicales, dans les partis politiques. Je vous dis ça, attendez. Vous arrivez à faire rire un mot. Regardez la chaîne de Philippe Martinez. Il fait des comparaisons assez surprenantes. C'est la même chose, le rapport de force. Moi, j'ai connu une époque, Philippe Martinez, où à la CGT, on disait, il faut mettre les salariés en mouvement pour organiser le rapport de force. Ça n'a rien à voir avec ce que fait ne me dites pas. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que fait le président de la République. Mais est-ce que c'est vrai, votre avis? On a peu de temps encore, mais l'un et l'autre, oui ou non? Est-ce que Richard Ramos dit vrai? Non, je pense que, alors, il dit vrai, oui, mais ça s'appelle pas manœuvre. L'objectif, c'est arriver jusqu'à Noël, puis une loi spéciale en janvier-février. Il y a des élections en mars. En mars, personne ne prendra la décision de provoquer la chute du gouvernement. Et après les municipales, c'est une longue ligne droite pendant laquelle on ne fera rien. Philippe Martinez, d'un mot encore, vous aussi. Moi, je ne sais pas. Parce que quand je ne sais pas, je ne parle pas. Ce que je sais, par contre, c'est que le président de la République veut rester jusqu'au bout. Et puis, parce qu'il est très imbu de sa personne. L'humilité, il ne connaît pas du tout. Il est élu en même temps. Il a le droit.
Je vous ai pas dit le contraire. Je vous ai juste dit qu'il veut rester jusqu'au bout, se gargariser avec un bilan dont personne ne veut plus, et qu'il l'humilité, il ne connaît pas. Voilà, c'est tout.